Un chiffre caché a basculé l'équilibre. Pendant des décennies, plus de 90% des données vitales du Burkina Faso reposaient hors de ses frontières, silencieuses mais vulnérables. Et pourtant, au moment où tout semblait routinier, la déclaration d'Ibrahim Traoré, lors de la semaine du numérique 2025, a révélé une contradiction brutale. Comment parler de souveraineté quand la mémoire d'un pays bat sur des serveurs étrangers? Que signifie pour chacun cette dépendance invisible qui façonne décision, droit et sécurité? Car derrière ces chiffres, une autre scène se prépare déjà. Ce qui s'est ouvert à Ouagadougou n'était pas une simple annonce technologique, mais un point de bascule. La souveraineté numérique devenait enfin un enjeu immédiat, non une ambition lointaine. L'enjeu central clairement formulé tient en une promesse de 10-12 mots: réduire la vulnérabilité nationale en reprenant le contrôle des infrastructures. À partir de là, un risque se dessine avec netteté. Lorsque des données judiciaires, sanitaires, fiscales ou sécuritaires vivent à l'étranger, chaque interruption, chaque litige contractuel, chaque défaillance technique peut se muer en crise administrative ou institutionnelle. Zhang Chuila, cette fragilité ne touche pas seulement l'État, elle rejaillit sur le citoyen qui dépend de certificats, de dossiers, de registres dont l'accès peut être ralenti, filtré ou retardé par des infrastructures hors de portée nationale. Song, l'ouverture des systèmes publics vers des plateformes étrangères, a créé une illusion de facilité, rapidité, hébergement, coûts réduits. Mais derrière cette apparente efficacité se cache une dépendance structurelle qui limite la capacité d'anticipation, de protection et d'action. À ce stade, un détail accrocheur apparaît. Si un pays ne maîtrise pas le lieu où ses données vivent, comment pourrait-il maîtriser les conséquences de leur absence? Une révélation discrète mais déterminante a émergé dès l'ouverture. Lors des premiers audits techniques réalisés en 2025, les ingénieurs ont constaté que près de l'intégralité des archives administratives, parfois plus de 80% selon les secteurs, étaient hébergées hors du territoire, une proportion rarement admise publiquement. Puis une seconde donnée, tout aussi frappante, est apparue. La plupart des systèmes critiques reposaient sur des modules anciens dont l'origine n'était plus clairement documentée, un terreau propice aux failles et aux dépendances silencieuses. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré a choisi de briser un tabou vieux de plusieurs décennies. Devant les délégations venues du Ghana, du Mali et du Niger, il a expliqué que la souveraineté politique ne pouvait exister sans souveraineté informationnelle. Jean Toy, il a rappelé que cette dépendance n'était pas le fruit d'une faiblesse volontaire, mais d'un modèle régional dans lequel la construction d'infrastructures locales avait été longtemps repoussée. Pour comprendre cette situation, il faut replacer la trajectoire du Burkina Faso dans une chaîne causale simple. Truoc Het, l'absence de centres de données nationaux dans les années précédentes, avait conduit les ministères à externaliser leurs services, parfois par nécessité budgétaire, parfois faute de compétences locales suffisantes. Sojo, l'accumulation de plateformes étrangères, a créé un écosystème hybride, rapide en apparence, fragile dans son architecture, où chaque formulaire, chaque dossier médical, chaque procédure judiciaire transitait par un réseau hors du contrôle étatique. Kungluk, les citoyens voyaient les files d'attente s'allonger, sans savoir que les ralentissements étaient souvent liés à des serveurs situés à des milliers de kilomètres. Le mini-reveal prend ici toute sa portée. Ce qui ressemblait à un simple choix technique était devenu un risque structurel. L'annonce publique d'Ibrahim Traoré n'était donc pas un discours de circonstance, mais un diagnostic posé devant la région entière. Une boucle de dépendance s'était installée et la seule manière de la briser était d'en reprendre le cœur, l'hébergement, la gestion et la protection des données nationales. Dans cette transition encore fragile, un personnage guide émerge, le jeune ingénieur burkinabé, formé parfois sur le tas, parfois dans les nouveaux programmes intensifs mis en place dès 2025. Zhang Chuila, ce profil incarne le premier maillon concret du basculement technologique. Chaque diagnostic mené, chaque fichier migré, chaque module vérifié compose une mosaïque de gestes techniques qui donne corps à la souveraineté annoncée. Temmot Latkat, 2 micro-cas, illustrent l'impact immédiat du changement. Le premier concerne un hôpital provincial. Pendant des années,
Les médecins perdaient du temps à récupérer les dossiers électroniques stockés sur une plateforme étrangère. Dès les premières synchronisations internes, les délais se sont contractés, réduisant les interruptions de traitement. Le second se déroule dans une cour de justice, où les registres numériques, autrefois éclatés sur plusieurs serveurs extérieurs, commencent à être rapatriés. Les greffiers constatent que la simple centralisation réduit les pertes de documents et rend les procédures plus cohérentes. Tujai, une question d'équité numérique se dessine. Si les infrastructures se renforcent, les bénéfices doivent atteindre les citoyens éloignés des centres urbains. Les premières maisons, dont maisons digitales, annoncées servent précisément à combler l'écart, offrir un lieu où chacun peut accéder aux services administratifs modernisés, accompagnés par ces jeunes techniciens devenus intermédiaires indispensables. Et au-dessus de cette dynamique collective flotte l'ombre du problème fondamental posé par Ibrahim Traoré. Comment protéger l'intégrité des services publics si la chaîne de traitement reste vulnérable ? Les effets initiaux montrent une direction, mais pas encore la destination. En pratique, une question essentielle se pose. Une souveraineté numérique n'a de sens que lorsqu'elle modifie réellement la vie quotidienne. L'activation du basculement commence par une scène apparemment technique, la première série de tests de migration. Les ingénieurs transfèrent des lots d'archives, observent les retours, vérifient les journaux d'accès. Le geste est simple, le résultat ne l'est pas. Car dès ces opérations initiales, une anomalie se manifeste. Des signatures, réseaux inattendus, renvoyés depuis les anciens serveurs étrangers. Pas un bug, pas une curiosité, un signal. Zhang Shuila, c'est ce moment précis qui agit comme déclencheur. Dès que l'équipe confirme le caractère inhabituel des signatures, une alerte confidentielle est transmise au ministère chargé de la transformation numérique. À partir de là, la logique interne bascule. Ce n'est plus un projet structurel, c'est un enjeu de sécurité nationale. À ce stade, une série de journaux révèle qu'un cluster d'IP non identifiés effectue des accès périodiques. Les signatures ne correspondent à aucun partenaire officiel. Les ingénieurs répètent les diagnostics, les résultats persistent. Les modules anciens contiennent une porte discrète, rarement activée, dont le comportement s'active précisément lors des migrations massives. Rien n'est encore accusé, mais tout devient suspect. Song Song, dans les couloirs de l'administration, une résistance feutrée apparaît. Quelques fonctionnaires, habitués aux lenteurs bureaucratiques et à l'opacité, commencent à évoquer des risques de déstabilisation et des délais techniques raisonnables. Les mêmes arguments circulent dans des notes internes séparées, comme si une source commune alimentait la crainte. Les objections paraissent administratives, mais l'uniformité de leur ton trahit une coordination. Le point culminant survient alors que le centre de données national se rapproche de son lancement opérationnel et que les tensions convergent. D'un côté, les partenaires étrangers insistent sur les dangers d'une transition trop rapide. De l'autre, les ingénieurs détectent une nouvelle vague de scans, plus structurés, plus précis, en provenance d'une zone géographique déjà identifiée. Et soudain, un événement plus grave survient. Lors d'un test pré-migration, un ancien serveur se ferme brusquement. Les journaux révèlent une tentative de commande manuelle provenant de l'intérieur même du réseau administratif. Tentative échouée, impact réel sur le calendrier. C'est ici qu'entre en scène le moment décisif, la réunion confidentielle où Ibrahim Traoré exige un briefing complet. Le ton est calme, mais la gravité palpable. Chaque détail des anomalies est disséqué, chaque scénario évoqué, chaque faille examinée. Et la question souveraine plane au-dessus de la table. Si de telles interférences émergent, alors que la dépendance existe encore, qu'arrivera-t-il lorsque le Burkina Faso n'en aura plus aucune ? Dans les semaines qui suivent, les répliques se font sentir. Les oppositions internes redoublent. Des audits supplémentaires sont réclamés sans fondement technique clair. Des autorisations mineures sont retardées. Des courriers anonymes circulent, semant l'idée d'un effondrement imminent si la migration se poursuit. Parallèlement, les ingénieurs détectent des soft scans constants visant les nouvelles infrastructures. Le message est à peine voilé. Quelqu'un teste la résistance. Tujai, les faits se resserrent en un même fil. Migration ralentie, pression diplomatique, manipulation interne, vulnérabilité héritée.
le paysage se transforme en une confrontation silencieuse. Personne ne le formule officiellement, mais la conclusion s'impose. Le combat ne concerne plus uniquement des serveurs. Il concerne la capacité d'un État à décider pour lui-même. Et lorsque les premières interférences se synchronisent avec les réunions stratégiques, un constat se cristallise au sommet. La bataille pour la souveraineté numérique est déjà engagée. Elle n'attend pas l'ouverture du centre. Elle s'est invitée dans chaque test, chaque log, chaque geste technique. La démonstration chiffrée commence par un simple baseline delta que les ingénieurs ont mis en évidence dès les premiers mois de transition. Baseline. Pendant des décennies, l'immense majorité des données nationales, archives administratives, registres civils, dossiers médicaux, éléments de sécurité, dépendaient d'infrastructures extérieures. Delta. Dès les premières synchronisations internes, une contraction mesurable des délais d'accès se produit, surtout dans les secteurs qui subissaient les ralentissements les plus lourds. L'écart ne repose pas sur une prouesse logicielle, mais sur une réduction directe de la distance entre la donnée et l'utilisateur institutionnel. Un premier indicateur apparaît. Le continent africain voit encore environ 90% de son trafic numérique transité par des serveurs étrangers. Interprétation : cette proportion crée un déséquilibre structurel pour chaque nation en transition. Ce chiffre, souvent discuté dans les cercles spécialisés mais rarement popularisé, éclaire la position du Burkina Faso. Il ne s'agit pas d'une anomalie nationale, mais d'une dépendance régionale devenue norme. Lorsque le pays décide d'y mettre fin, il ne s'écarte pas d'une tendance, il ouvre une brèche. En ramenant progressivement ses systèmes vers l'intérieur, il se déplace à contre-courant d'une inertie technique qui existe depuis des décennies. Un deuxième indicateur se dessine. Les recrutements dans les filières d'ingénierie numérique ont été multipliés par 10 à 20 en 2025. Interprétation : cette hausse vise à combler un déficit de compétences devenu critique. Ce delta n'est pas une donnée cosmétique, il représente un pivot structurel. Pendant longtemps, le pays utilisait des applications importées, faute de main-d'œuvre en sécurité informatique, en architecture logicielle ou en gouvernance numérique. En accélérant cette montée en compétences, l'objectif n'est pas seulement de remplir le centre de données. Il s'agit de constituer une génération capable de détecter, neutraliser et prévenir les vulnérabilités héritées. Ce choix humain, avant même l'achat de serveurs, modifie les fondations du modèle technologique national. Un troisième indicateur concerne la gestion des images et des coordonnées utilisées par les forces de sécurité, qui dépendaient de traitements extérieurs où chaque milliseconde comptait. Interprétation : le traitement local supprime un délai critique, potentiellement exploitable. Ici, le delta ne se mesure pas seulement en vitesse, mais en exposition. Tant que ces flux transitaient hors des frontières, ils restaient susceptibles d'être interceptés, ralentis ou altérés. En internalisant ces calculs, analyse d'images, modélisation, prédiction, le pays retire une partie du levier qu'une infrastructure externe pouvait exercer sur ses opérations sensibles. Zhongtoi, ces trois indicateurs dessinent un fil commun. Chaque amélioration technique équivaut à une réduction de l'espace où une influence extérieure peut s'exercer. La baisse des délais, la montée en compétences et la réduction des dépendances critiques ne forment pas trois avancées séparées. Elles sont les trois faces d'une même consolidation. Ce tableau quantitatif rappelle aussi pourquoi la transition a suscité autant de pression lorsque des modules anciens révélaient des comportements inattendus, lorsque des scans externes testaient les nouvelles infrastructures, les chiffres prenaient un poids politique. Une dépendance de 90% n'est pas une statistique abstraite, c'est une porte. Une multiplication par 10 ou 20 du recrutement n'est pas un embellissement, c'est une contre-mesure. Et chaque milliseconde économisée en interne retire une marge d'action à ceux qui pouvaient autrefois ralentir ou détourner des flux stratégiques. Ainsi, la mécanique baseline delta rend visible ce que les discours ne disent pas toujours clairement. La souveraineté numérique progresse en réduisant point par point les vulnérabilités héritées. Pour comprendre la portée réelle de la transition engagée par le Burkina Faso, il faut examiner avec sérieux les deux arguments opposés qui structurent encore le débat. Le Stillman consiste précisément à accorder à chaque position sa meilleure version, avant d'y répondre par les faits issus de la situation décrite. Premier argument, certains estiment que le pays avance trop vite.
Selon eux, les infrastructures locales ne disposent pas encore d'une redondance suffisante. La résilience reste partielle et une migration trop rapide pourrait fragiliser des services essentiels. Ils soulignent que les opérateurs étrangers, forts de décennies d'expérience, garantissaient une stabilité difficile à égaler immédiatement. Leur thèse n'est pas dénuée de logique. Aucune architecture nationale ne devient robuste du jour au lendemain. Deuxième argument, d'autres défendent l'idée que l'interconnexion mondiale demeure indispensable. Pour eux, une dépendance partielle aux plateformes internationales n'est pas une faiblesse mais un amortisseur permettant aux pays de bénéficier d'optimisation, de sécurité mutualisée et d'un vaste écosystème technologique. Ils rappellent que l'innovation dans le numérique est souvent transfrontalière et que l'autonomie absolue pourrait isoler les institutions. Joa Gok Nin. Ces deux arguments mettent en avant des préoccupations légitimes: stabilité, continuité, interopérabilité. Pourtant, les faits exposés dans les diagnostics techniques changent la perspective. Lorsque des journaux d'accès révèlent des signatures inattendues, lorsque des scans extérieurs apparaissent précisément au moment des tests sensibles, ou lorsque des modules hérités exhibent des portes discrètes activées lors des migrations, la question bascule. La dépendance n'est plus un avantage collectif, mais un risque structurel. La réponse ne consiste donc pas à nier les inquiétudes, mais à redéfinir leur cadre. L'interopérabilité ne disparaît pas parce que les serveurs deviennent nationaux. Elle s'appuie simplement sur un socle maîtrisé. La stabilité ne dépend pas uniquement d'une redondance internationale, elle repose surtout sur l'intégrité des systèmes et la prévisibilité de leur gouvernance. Et la coopération technologique n'est pas incompatible avec la souveraineté, à condition que les points de contrôle stratégiques restent sous autorité nationale. En d'autres termes, le Stillman révèle ceci: la prudence qu'invoquent les sceptiques n'est pertinente que si la dépendance ne comporte aucun risque caché. Or, les anomalies observées prouvent précisément l'inverse. La bascule survient ici, au cœur du mois de mars 2025, alors que le Centre national de données approche de sa phase critique. Un détail en apparence mineur change l'équilibre. Un paquet réseau, anodin dans sa forme, arrive au mauvais moment. Les ingénieurs détectent un motif qu'ils avaient aperçu lors des premières anomalies, mais cette fois-ci, le scan vise directement la zone de pré-production. Zhang Shuila, l'horodatage coïncide presque à la seconde près avec une réunion confidentielle impliquant les anciens prestataires étrangers. Samsung, dans les bureaux de plusieurs ministères, les notes internes se multiplient. Avertissements, recommandations de ralentir, demandes soudaines d'audits supplémentaires. Le discours est poli, technique, prudent. Mais la simultanéité des alertes rend le phénomène trop structuré pour être accidentel. C'est à ce moment qu'Ibrahim Traoré intervient de nouveau, cette fois dans un cercle restreint. Le message est bref, presque sec. La souveraineté numérique ne peut pas attendre un bon moment, car ce moment n'arrivera jamais. La décision est confirmée. La migration continuera, même sous pression. À partir de là, un point de révélation central apparaît clairement. Ce que l'on prenait pour une transition technique est devenu une confrontation discrète, où chaque signal réseau, chaque délai administratif et chaque prise de parole porte un poids politique. Lorsque le Centre national de données franchit enfin son seuil opérationnel, les effets ne se diffusent pas par révolution, mais par strates successives. Chaque groupe concerné, institutions, entreprises, citoyens et acteurs régionaux, en ressent une conséquence directe, parfois discrète, parfois décisive. Zhang Shuila, ses impacts, naissant moins de la prouesse technologique que de la reprise de contrôle elle-même. Du côté des institutions publiques, dans les administrations, le changement est immédiat. Les délais se réduisent, les accès se stabilisent, les pertes de documents diminuent. Les registres civils, autrefois dispersés sur plusieurs plateformes étrangères, se consolident enfin. Les ministères découvrent que la cohérence interne n'est pas un luxe technique, mais la base de toute réforme durable. Madcak, l'activation silencieuse des premiers algorithmes anti-corruption modifie l'équilibre interne. Les chaînes de validation deviennent traçables, les anomalies plus difficiles à masquer, les goulets volontaires plus visibles. Ce n'est pas seulement un gain d'efficacité, c'est un recul structurel pour les réseaux qui prospéraient dans l'opacité. Pour les entreprises nationales, les acteurs économiques. Les acteurs économiques bénéficient d'un effet secondaire souvent ignoré.
la réduction des interruptions dues aux communications avec des serveurs lointains. Les PME spécialisées dans le numérique, jusque-là contraintes d'aligner leurs outils sur des plateformes étrangères, trouvent un terrain local où développer des solutions adaptées. Zhang Tui, la montée en puissance des nouveaux ingénieurs, ceux formés dans la vague 2025, crée un marché de compétences qui n'existait pas auparavant. Les entreprises, autrefois quasi dépendantes d'expertise extérieure, disposent enfin de spécialistes internes capables d'examiner le code, d'optimiser les flux, de sécuriser les modules sensibles. Pour les citoyens et pour l'administration du quotidien, pour les citoyens, les effets apparaissent dans les gestes ordinaires. Récupérer un certificat, accéder à un dossier médical, obtenir un document judiciaire. Les interruptions, autrefois fréquentes, parce que les serveurs étrangers ralentissaient ou perdaient des paquets, se raréfient. Les maisons digitales, ces espaces distribués dans les provinces, deviennent des relais essentiels. Des jeunes formés accompagnent les usagers, évitant que la modernisation ne profite qu'aux centres urbains. Tujai, la question centrale soulevée par Ibrahim Traoré, prend sens. Une souveraineté numérique n'a de valeur que si elle se traduit par une égalité d'accès. Enfin, pour le paysage régional, au-delà des frontières, un autre effet se dessine. Les gouvernements du Ghana, du Mali et du Niger suivent de près l'évolution burkinabé. Ils reconnaissent dans la trajectoire du pays les mêmes vulnérabilités qui traversent toute l'Afrique de l'Ouest. Dépendance technique, exposition des flux critiques, lenteur imposée par des infrastructures situées hors contrôle. La migration réussie, malgré les pressions, les scans répétés, les anomalies des modules hérités, crée un précédent, discret mais puissant. Un pays prouve qu'il est possible de reprendre le contrôle sans s'isoler, de sécuriser ses données sans rompre avec l'écosystème international. En synthèse, les conséquences concrètes ne forment pas un tableau uniforme, mais un champ de force en recomposition. Chaque avancée technique produit un déplacement politique. Chaque amélioration d'accès transforme une relation institutionnelle. Chaque résistance interne ou externe révèle l'enjeu véritable, décider qui détient la mémoire numérique du pays. Le point atteint par le Burkina Faso ouvre désormais 3 trajectoires distinctes pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prédisent pas l'avenir. Elles décrivent les structures possibles que les faits exposés rendent plausibles. Chaque scénario s'appuie sur les tensions déjà visibles, pression extérieure, résistance interne, montée en compétences techniques, consolidation progressive des infrastructures. Dans un premier scénario, celui de la stabilisation progressive, le Centre national fonctionne de manière régulière, malgré quelques incidents résiduels liés aux modules hérités. Les équipes techniques poursuivent le durcissement des systèmes, les routines de contrôle se normalisent et les ministères intègrent peu à peu les nouvelles procédures. Zhang Shuila, l'administration cesse de dépendre des validations multiples imposées par les anciennes configurations externes. Les délais administratifs diminuent, les premières métriques de transparence se stabilisent et les maisons digitales absorbent efficacement la demande des provinces. Si cette dynamique se maintient, le pays entre dans une phase de consolidation où la souveraineté numérique devient un acquis plutôt qu'un objectif. Dans un deuxième scénario plus optimiste, la réussite burkinabé inspire un effet catalyseur régional. Les voisins sahéliens, Mali, Niger, Ghana, accélèrent leurs propres audits, constatant la proximité de leur vulnérabilité. Des coopérations techniques émergent avec partage de protocoles, formation croisée et mutualisation de capacités spécialisées. Ce Song, les jeunes ingénieurs formés localement gagnent en expertise plus vite que prévu, stimulant un écosystème numérique régional. Les PME technologiques s'alignent, créant des outils adaptés aux réalités locales plutôt qu'aux standards imposés par les prestataires historiques. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso devient non pas un isolat, mais un pôle. Dans un troisième scénario, le plus tendu, les pressions se renforcent et les perturbations ciblées se multiplient. Des scans plus agressifs testent les nouvelles infrastructures. Certains segments administratifs, encore attachés aux anciennes routines, amplifient les retards et cherchent à prouver l'instabilité de la migration. Des vulnérabilités enterrées dans des modules anciens réapparaissent à mesure que de nouvelles couches du système sont rapatriées. Les équipes internes
doivent alors multiplier les contournements, au risque de ralentir la consolidation. Cette trajectoire ne mène pas nécessairement à l'échec, mais impose un coût opérationnel élevé et un risque permanent de perturbations ciblées. On peut proposer un cadre de pensée pour le public. Si l'on pose une seule règle d'analyse pour les mois à venir, elle pourrait tenir en 10 mots: observer les signaux faibles avant les événements visibles. Les perturbations techniques, les retards soudains, les scans inhabituels, les recommandations administratives répétées ne sont pas des anecdotes. Ce sont des indicateurs sur qui souhaite que la transition aboutisse ou échoue. Dans cette phase où les infrastructures se stabilisent, mais où les tensions restent palpables, 3 cercles de spectateurs, 3 types de publics peuvent se reconnaître dans la trajectoire du Burkina Faso. Chacun y perçoit un angle différent, mais tous observent une même réalité. Lorsqu'un pays reprend le contrôle de ses données, ce n'est pas seulement un acte technique, c'est un déplacement de pouvoir. Le groupe A rassemble ceux qui utilisent les services publics. Pour eux, la transformation s'incarne dans des gestes concrets. Un certificat récupéré plus vite, un dossier médical enfin réuni, une procédure administrative moins labyrinthique. Ils n'ont pas besoin d'entrer dans le détail des protocoles réseau pour comprendre que quelque chose change. Les lenteurs se dissipent, les erreurs s'amenuisent, les ruptures diminuent. Zhang Chuila, ce public juge moins l'architecture que l'impact immédiat. Le groupe B réunit ceux qui travaillent dans le numérique ou l'économie locale. Les entrepreneurs, développeurs, techniciens, start-up et PME du secteur voient dans cette transition une ouverture qu'ils n'avaient jamais connue. Pendant longtemps, l'écosystème national était contraint par des outils importés et des logiques conçues ailleurs. Aujourd'hui, la montée en compétences crée une nouvelle surface d'opportunités, auditer, sécuriser, développer localement. Pour eux, la souveraineté n'est pas un concept, c'est un marché qui s'ouvre. Le groupe C rassemble enfin ceux qui observent par inquiétude ou curiosité. Ils suivent cette transition parce qu'elle leur semble porteuse de risques potentiels. Surcharge, incidents, vulnérabilité, instabilité. Leur prudence n'est pas illégitime. Elle est même utile car elle pousse les institutions à développer des systèmes plus robustes et à documenter davantage leurs procédures. La question centrale devient: comment un pays peut-il avancer tout en rassurant ceux qui craignent la vitesse du changement? Pour ces 3 groupes, un point commun demeure. Chacun ressent les premières vibrations d'une restructuration profonde, même si les contours de son aboutissement restent encore flous. La crise silencieuse qui a traversé la migration numérique a montré une chose essentielle: sans une feuille de route précise, chaque vulnérabilité héritée peut redevenir un point d'entrée. C'est pour cette raison qu'Ibrahim Traoré insiste désormais sur une approche méthodique, articulée en étapes successives où chaque avancée se mesure et chaque risque se réduit. La première étape consiste à sécuriser et assainir les couches héritées, en isolant définitivement les modules anciens encore actifs. Les équipes doivent analyser leurs dépendances, documenter leurs comportements et désactiver les zones ambiguës. Zhang Chuila, cette phase n'est pas un nettoyage cosmétique, elle ferme les portes discrètes révélées lors des premières migrations. La deuxième étape consiste à renforcer les capacités humaines. La montée en puissance des ingénieurs formés en 2025 doit se poursuivre. Un programme de spécialisation continue en cybersécurité, en architecture de données et en gouvernance numérique permet de stabiliser l'ensemble. Chaque compétence ajoutée retire une marge d'action à ceux qui comptaient sur les lacunes internes. La troisième étape consiste à consolider les infrastructures nationales. Une fois les fondations humaines et logiciels sécurisés, le Centre national doit établir des protocoles stricts de redondance locale. Les tests doivent être fréquents, documentés, reproductibles. Song, des mécanismes automatisés doivent repérer toute activité extérieure anormale. La quatrième étape consiste à harmoniser les usages administratifs. Les ministères doivent migrer non seulement leurs données, mais leurs pratiques, procédures, chaînes de validation, accès, archivage. Cette uniformisation limite les points faibles créés par des routines divergentes. La cinquième étape consiste à connecter pleinement la population aux nouveaux services. Enfin, les maisons digitales doivent devenir des ancrages permanents. Leur rôle, démocratiser l'accès,
accompagner les usagers, réduire l'écart entre centres urbains et provinces. C'est ici que la souveraineté prend forme, lorsqu'elle bénéficie à tous. Au terme de cette séquence tendue, un motif revient, discret mais constant, celui du jeune technicien aperçu plus tôt, penché sur ses diagnostics, reconstruisant patiemment chaque fragment d'un système que d'autres avaient longtemps contrôlé depuis l'extérieur. C'est ce personnage, réel, ordinaire, silencieux, qu'Ibrahim Traoré a voulu placer au cœur de la transition. Non comme symbole, mais comme preuve vivante que la souveraineté n'est pas un discours, elle est un travail. Zhang Chuila, ce motif se répète à chaque étape de la migration. Un fichier stabilisé, un serveur consolidé, un flux sécurisé. Ce sont de petits gestes, presque invisibles, qui pourtant redessinent la carte du pouvoir numérique du pays. Là où l'ancienne dépendance créait une vulnérabilité, une main locale crée désormais une ligne de défense. Et lorsque l'on revient à cette image du début, un ordinateur, une console, un schéma réseau clignotant, on comprend ce que la crise a révélé. La bataille n'a jamais été seulement technique. Elle portait sur la capacité d'un pays à reprendre possession de sa mémoire. La phrase « Not a single byte will leave this land again » résonne alors comme un engagement, mais aussi comme un repère pour la suite. Cette ligne d'ancrage peut se formuler ainsi : la souveraineté commence là où l'on décide de la défendre. Dans cette histoire où chaque ligne de code devient un territoire à défendre, le Burkina Faso a montré qu'une nation peut reprendre la maîtrise de ses systèmes sans renoncer au dialogue ni à l'ouverture. Ce mouvement n'est pas seulement technologique, il interroge la place de chaque citoyen dans un monde où les données dessinent désormais les frontières invisibles du pouvoir. Zhang Chuila, les prochains mois ne seront pas faits que de succès linéaires. Ils comporteront des ajustements, des tensions, peut-être de nouvelles tentatives d'influence ou de déstabilisation. Mais ils ouvriront aussi des espaces de discussion collective. Comment chaque pays africain peut-il s'assurer que sa mémoire lui appartient encore ? Comment les citoyens peuvent-ils vérifier que leur accès aux services ne dépend plus de serveurs lointains ? Si cette exploration de la souveraineté numérique vous a éclairé ou questionné, vous pouvez partager votre point de vue, interroger un détail, contester une idée ou approfondir un aspect technique. Votre voix contribue à faire vivre ce débat, à donner de la visibilité à ces enjeux souvent cachés. Alors, que retenez-vous de cette histoire et quelles questions souhaitez-vous poser pour la suite ?